Alors, exercice 3, donc un QCM, et cette fois-ci, pas de chance, il faut justifier. Les autres, comment dire, donc ça c'est métropole, donc il y a d'autres sessions où il y a Amérique du Nord, Amérique du Sud, Antilles, etc. Et donc là, la métropole c'est dans les derniers, et ceux qui étaient avant c'était tous des QCM sans justification. Là, pas de chance, c'était avec. Bon, bah tant pis. Et puis donc en fait, il y a un peu de complexe, un peu de géométrie dans l'espace. Bon, alors, on attaque par la proposition 1. Dans le plan uni d'un paire orthonormé, l'ensemble des points M dont la fixe Z vérifie Z-I égale Z plus 1, module de Z-I, pardon, égale module de Z plus 1 est une droite. Ah. Donc, ça, c'est un grand classique des complexes. Quand je dis un grand classique, donc même si c'est le nouveau programme, donc dans l'ancien programme, il y avait tout à fait ce genre de choses. Alors, il faut savoir, donc on part de Z-I en module, égale module de Z plus 1. Donc il faut savoir ce truc, ça ne s'invente pas. Donc, si vous voulez, on peut considérer que c'est du cours, mais à chaque fois, il faut le redémontrer. Enfin, disons que c'est un peu hypocrite. En fait, ce serait plus simple si c'était du cours, mais il faut le réexpliquer, le redémontrer à chaque fois. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment du cours. Enfin, n'empêche qu'il faut le connaître, parce que ça ne s'invente pas. Ceux qui ne connaissaient pas le truc n'ont pas pu répondre à la question, c'est également certain. Alors, c'est quoi le cours? Ben, c'est ceci. Z moins ZA en module égale module de Z moins ZB équivalent à... Donc Z c'est Zm, donc bon, voilà, allez, on va mettre Zm. Équivalent à M appartient à la médiatrice du segment AB. Bon, je le note comme ça veut dire médiatrice du segment AB. Ok. Voilà. Bon. Donc, on a ça, si et seulement si le point M est sur la médiatrice du segment AB. Alors, vous allez me dire pourquoi, d'où ça sort. Bon. Ok. Alors, pourquoi? Parce que Zm moins Za, c'est la même chose que le Z du vecteur AM. D'accord? Donc ça, c'est pareil que le module de ZAM, et ça, c'est pareil que le module de ZBM. Ok? Donc il y a la fixe d'un point et la fixe d'un vecteur aussi. Bon, ben voilà, là c'est avec les affixes vecteurs. Et maintenant, le module de ZAM, alors ça par contre, c'est du cours, c'est la distance AM. Donc c'est équivalent à AM égale BM. Et quand est-ce qu'on a AM égale BM, ça veut dire que M est à égale distance de A et de B. Dire que M est à égale distance de A et de B, ça veut dire qu'il est sur la médiatrice du segment AB. Voilà. Donc ça, c'est... il faut le savoir. Maintenant, c'est pas censé être du cours. Mais n'empêche que bac, ça tombe tout le temps. C'est un grand classique. Donc normalement, tous les profs font travailler ce truc-là. Voilà. Donc ce serait plus simple, en fait, si c'était dans le cours. Mais ça ne l'est pas. Donc il faut faire semblant de découvrir ça, voilà. Donc là, sur ma copie, donc ça on va dire, c'est du cours sans être du cours. Alors qu'est-ce que je mets sur ma copie? Bon, bah, je fais la même chose, donc je dis que Z-I égale Z plus 1, équivalent à Z moins ZA en module égale Z moins ZB en module, et j'explique où ça veut dire que ZA c'est I et ZB c'est moins 1. Ah oui, parce qu'il faut que je prenne ZB égale moins 1 pour avoir moins 1 qui donne plus 1. Bon, voilà. Et ça, je peux dire... alors, puisque Z, c'est la fixe de M, ça veut dire que ça, j'ai le droit de dire que c'est le module de Z à M. Je refais en bleu ce que j'ai fait en vert.
Et donc ça fait le module de ZBM. Voilà, je raconte que le module de ZAM, c'est la distance AM. Le module de ZBM, c'est la distance BM. Et je dis équivalent à M appartient, là j'ai un peu plus de place, donc je mets un tout en français, hein, à la médiatrice de AB. Donc vrai. Oui, j'ai dit que c'était un QCM, pardon, c'est un vrai faux avec justification. Proposition 2, le nombre complexe 1 plus i racine de 3 à la puissance 4 est un nombre réel. Alors dès que vous voyez un truc à une grande puissance, vous mettez sous forme exponentielle. Alors sinon, 1 plus i racine de 3 à la puissance 4, vous pouvez dire que c'est 1 plus i racine de 3 au carré et vous mettez le tout encore au carré. Ça marche, hein, mais c'est un petit peu plus long. Donc on va mettre 1 plus i racine de 3 sous forme exponentielle. Donc, quand on veut mettre sous la forme exponentielle, on calcule d'abord le module, ensuite l'argument. Alors je vous rappelle les formules de passage, comme c'est du cours, je mets en vert. Alors, si on a z égale a plus ib, pour le mettre sous forme exponentielle, on a besoin de calculer le module et l'argument. On calcule toujours dans cet ordre. D'abord le module, ensuite l'argument, et comment on fait? Bon, le module, c'est racine, c'est une formule, hein, il faut la connaître, racine de A2 plus B2. Ça ne s'invente pas, donc celle-là, il faut la connaître. Voilà. Et l'argument, il est donné par les formules suivantes. Donc l'argument, c'est un angle, donc on va dire, on note souvent θ. Donc cos θ, c'est A divisé par le module de Z. Sin θ, c'est B divisé par le module de Z. Et ensuite, une fois qu'on a calculé le cosinus et le sinus, on reconnaît l'angle. Hein. C'est-à-dire que vous avez des tableaux qui vous donnent les sinus et les cosinus. Donc vous êtes censé savoir le sinus et le cosinus de pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3. Et de pouvoir en déduire le sinus et le cosinus de 2 pi sur 3, 3 pi sur 4, 5 pi sur 6, et aussi ceux qui sont en bas. C'est-à-dire dans le cercle trigo. Ici on a pi sur 6. Ici, on a pi sur 4. Ici, on a pi sur 3. Vous en avez aussi 3 là, 3 là, et 3 là. Alors, pour mémoire, celui-ci, c'est 2 pi sur 3. Celui-ci, 3 pi sur 4. Celui-ci, 5 pi sur 6. Donc, et celui-là, c'est pareil que celui haut, mais avec un moins. Donc, moins 5 pi sur 6, moins 3 pi sur 4, moins 2 pi sur 3, moins pi sur 3, moins pi sur 4, moins pi sur 6. Voilà, on les a tous. Eh ben, faut savoir faire ça. Hein. Il faut savoir les sinus et les cosinus de tout ça. Bon, vous avez une vidéo sur les complexes où on apprend, voilà. Hein. De toute façon, il y a 3 valeurs à connaître. C'est 1/2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Il faut savoir qu'elles sont dans cet ordre-là. Alors il y a des profs, il y a un moment de niveau technique, hein. C'est racine de 1, racine de 2, racine de 3, 2, 2. Donc, voilà. Donc, du coup, ça devient facile de les mettre dans l'ordre. Et après, du coup, on dit pi sur 3, on voit bien que alors, le cosinus, c'est cette longueur. Hein. Voilà. On voit bien que son cosinus est petit et son sinus, il est grand. Donc son cosinus, c'est la petite valeur. Donc c'est 1/2. Et ça, c'est son cosinus. Hein. Et son sinus, c'est la grande valeur, c'est racine de 3 sur 2. Alors que pi sur 4, on voit que c'est la valeur du milieu, hein, ici, et là, la valeur du milieu. Donc c'est racine de 2 sur 2 là, pour le cosinus, et c'est racine de 2 sur 2 pour le sinus. Bon. Je n'insiste pas. Donc voilà comment on calcule le module d'argument. Alors, ici. Donc il faut calculer le module d'argument de 1 plus i racine de 3. Et après, il y a une formule pour passer à la puissance 4. Donc on révisera la formule au moment. Donc, on va dire que z est égal à 1 plus... Alors pardon, oui, il ne porte pas de nom, donc j'ai le droit d'appeler z 1 plus i racine de 3. Donc je l'appelle z. Voilà.
Voilà, donc je calcule son module. Je dis que c'est racine, donc j'utilise cette formule. Hein. Je ne suis pas obligé de rappeler la formule générale sur ma copie, je peux dire que je peux écrire ça sur ma copie. Voilà. Ou bien soit avec A et B, soit avec X et Y. Hein, si on voit racine de X plus Y2, c'est bon signe. Voilà. Mais en tout cas, ce qui compte après, c'est de mettre racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré. Bon, 1 au carré, ça fait 1, racine de 3 au carré, ça fait 3. 1 plus 3, ça fait 4. Racine de 4, ça fait 2. Voilà. Et après, donc, j'ai écrit cos θ égale A sur module de Z. Ces formules, donc les trois formules, ces trois-là, il faut les connaître, hein, sinon c'est pas bon. Cos θ, c'est A sur module de Z. A, c'est 1. Module de Z, c'est 2. Sin θ, c'est B sur module de Z. B, c'est racine de 3. Module racine de 3. Module de Z, c'est 2. Donc, le cosinus, c'est 1,5. Le sinus, racine 3 sur 2. Donc, le cosinus, c'est la petite valeur. Le sinus, c'est la grande. Bon, bah, ça veut dire que c'est pi sur 3. Donc, je mets θ égale pi sur 3. Sans justification. Hein. C'est-à-dire, connaissant le cosinus et le sinus, quand c'est des valeurs de remarquables, on mélange directement, on n'exclut pas. Hein. Voilà. Donc, θ égale pi sur 3. Et donc, c'est argument de Z. Voilà. Donc, ça veut dire que le module de Z, c'est 2. L'argument de Z, c'est pi sur 3. Parfait. Donc, la forme exponentielle, c'est Z égale module de Z, E, I, θ. Où θ, c'est l'argument de Z. Donc, ça fait 2 E, I, pi sur 3. Très bien. Alors, maintenant, on élève à la puissance 4. Puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est pas 1 plus I racine de 3, c'est 1 plus I racine de 3 à la puissance 4, c'est-à-dire Z4. On doit calculer Z4. Alors là, il y a une formule. La formule du cours à connaître, c'est ceci. C'est-à-dire que c'est R, E, I, θ à la puissance n, c'est R puissance n, E puissance n, I, θ. Voilà, donc ça, du coup, ça fait 2 à la puissance 4 fois E puissance 4i pi sur 3. Bon, donc 4i pi sur 3, ça veut dire que en fait, ou i 4 pi sur 3, bon, je préfère mettre ça parce que ça vous parle le plus, i 4 pi sur 3. 4 pi, alors ça veut dire qu'en fait Z4, alors quand on a un nombre complexe qui s'écrit sous la forme un nombre réel positif fois EI θ, eh bien, à ce moment-là, forcément, le nombre qui est là, c'est le module, et celui qui est là, c'est l'argument. Ça veut dire que Z4, son argument, c'est 4 pi sur 3. Donc, pi sur 3, 2 pi sur 3, 3 pi sur 3, ça fait pi, 4 pi sur 3, on est là. Si on fait x2, ça veut dire que, en fait, donc, dans le plan complexe, je sais que le dessin n'est pas terrible, mais ici c'est 1, ici c'est moins 1, donc, puisque donc EI 4 pi sur 3 il est là, donc si je multiplie par 2, il est là. Les nombres réels, eux, ils sont là. Donc est-ce que je suis sur la droite réelle? Non, pas du tout. Voilà. Donc là, je peux dire, voilà, argument de Z4 égale 4 pi sur 3. Quand est-ce qu'un nombre est réel? Eh bien, quand son argument vaut soit 0, si c'est un réel strictement positif, soit pi, si c'est un nombre réel négatif. Hein, puisque je vous rappelle que, voilà, c'est-à-dire que tous les nombres complexes qui sont sur cette demi-droite, leur argument c'est 5 pi sur 6. À chaque fois, c'est des demi-droites. Donc, la demi-droite des réels strictement positifs, leur argument c'est 0. La demi-droite des réels strictement négatifs, leur argument c'est pi. Voilà. Et donc, de toute façon, un nombre réel, un nombre complexe est un nombre réel lorsque son argument est un multiple de pi, soit 0 fois pi, ou 1 fois pi, ou 2 fois pi, ou moins 17 fois pi. Parce que de toute façon, l'argument c'est modulo 2pi, c'est-à-dire que si on ajoute 2pi, c'est pareil. Donc 0 pi, voilà, si j'ajoute 2pi, ça va faire 2pi ou 3pi, enfin voilà. Donc en tout cas, un nombre réel, son argument, il faut que ce soit un nombre entier de 2 fois pi.
Donc ça, on peut dire que 4pi sur 3, c'est différent de k fois pi, avec k entier relatif, k appartenant à z. Voilà. Donc, Z4 n'est pas réel. Voilà. Donc, alors ça, c'était voilà, la façon scolaire de répondre, qui n'était pas forcément la plus commode. Alors, avant de passer à la proposition 3, je vous propose quand même une autre façon donc, de répondre à la question. Après tout, puisque le nombre c'était 1 plus i racine de 3 à la puissance 4, comme annoncé au début, on peut calculer, donc voilà, hein, on fait 1 plus i, on développe, voilà, 1 plus i racine de 3 à la puissance 4, on dit que c'est 1 plus i racine de 3 au carré, le tout au carré. Voilà, et on utilise a plus b au carré. Donc là, je développe d'abord dans la parenthèse mon carré, donc a plus b, le tout au carré, ben, je connais mon identité remarquable, ça fait a au carré, plus 2 fois b, donc 2i racine de 3, plus b au carré, donc i racine de 3 au carré. Le tout au carré. Bon, 1 au carré, ça fait 1, 2i racine de 3, je le laisse, il est très bien comme ça. Alors, i racine de 3 au carré, i au carré, ça fait moins 1, et racine de 3 au carré, ça fait 3. Donc, au total, ça fera moins 3. Bon, bah, 1 moins 3, je regroupe, ça fait moins 2. Ça fait moins 2 plus 2i racine de 3 au carré. Et je réutilise a plus b au carré, donc moins 2 au carré, 4. Plus 2 fois b, donc comme c'est moins fois plus, ça fera moins. 2 fois ça, ça fera 2 fois 2 fois 2, 8. Fois i racine de 3. Plus b au carré, donc 2i racine de 3 au carré. 2 au carré, ça fait 4. I au carré, ça fait moins 1. Racine de 3 au carré, ça fait 3. Bon, bah là, ça fait 4 fois moins 1, moins 4. Moins 4 fois 3, moins 12. 4 moins 12, ça fait moins 16. Moins 16, moins 8, i racine de 3. Et ben, c'est pas un réel. Parce qu'il y a du i. Donc, soit la méthode scolaire, soit la méthode, on va dire, identité remarquable, de toute façon, ça mène au même résultat, c'est faux. Alors quand même, je vous mets en garde. C'est-à-dire que si vous dites, oh oui, module et argument, de toute façon, j'ai rien compris, je vais faire cette méthode, alors d'accord, ça marche quand c'est la puissance 4. Mais je vous dis tout de suite, bon, les complexes, c'est un peu en perte de vitesse. C'est-à-dire, dans l'ancien programme, il y en avait bien plus, et dans le nouveau programme, il y en a bien peu. Donc, ils vont peut-être se contenter de calculs comme ça, mais n'empêche que ce qui est classique, c'est-à-dire dans l'ancien programme, c'était pas la puissance 4, c'était plutôt la puissance 2012. À ce moment-là, la puissance 2012, ben là, faire élever au carré, encore au carré, enfin, voilà, vous y passez vos 4 heures, hein, donc c'est pas du tout jouable. Donc à ce moment-là, si c'est puissance 2012, on est obligé d'appliquer cette formule que j'ai effacée. Voilà. Qui est REI θ à la puissance n, c'est R puissance n, EI θ fois n. Voilà. Et donc si n c'est 2012, ben là il y a du 2012 et là il y a du 2012. Et puis après on se débrouille. Mais voilà, donc là c'était possible de faire comme ça, mais je vous ai prévenu, dans l'ancien programme, la plupart du temps, ça n'était pas possible. Alors maintenant, comme les complexes, il y en a beaucoup moins, ils vont peut-être rester sur des choses comme ça. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Bon. Voilà. Donc, dans tous les cas, c'était faux. Alors, question 3 du vrai-faux. On a un cube, et il faut dire si les droites EC et BG sont orthogonales. Alors BG, ben, elle est sur le côté, c'est la diagonale comme ça, et EC, elle est comme ça, alors bon, on ne voit pas trop. Hein. De toute façon, il faut justifier. Bon, alors le plus simple à ce moment-là, c'est on se place dans un repère, on calcule les coordonnées des points, et on calcule un produit scalaire, parce que les droites EC et BG sont orthogonales, si et seulement si le produit scalaire EC scalaire BG,
vaut 0. Bon, alors, du coup, le plus simple, c'est qu'on va se placer dans le repère A, AB, AD, AE. Donc, dans le repère A, AB, AD, AE. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que on a x, y, z, donc ça veut dire que l'axe des x, c'est la droite AB. L'axe des y, c'est la droite AB. Là. Donc là, ce serait y. Et l'axe des z, c'est la droite AE. Bon. Ben, on va calculer les coordonnées de E, de C, de B et de G. Ensuite, on pourra calculer les coordonnées du vecteur EC et du vecteur BG. Je vous rappelle que les coordonnées du vecteur AB, c'est coordonnées de B moins coordonnées de A. Donc si on a les coordonnées des points, on sait calculer les coordonnées des vecteurs. Et ensuite, on calculera le produit scalaire. Je vous rappelle la formule pour le produit scalaire. On ne s'en sert pas tout de suite, ça servira tout à l'heure. Mais si U a pour coordonnées x, y, z, et V a pour coordonnées x', y', z', alors U scalaire V, c'est x plus y, plus z'. Cette formule-là, il faut absolument la connaître. Ça, bon, si vous passez le bac S sans connaître cette formule, l'exercice de géométrie dans l'espace, c'est pas la peine. Voilà. Donc celle-là, il faut la connaître. Alors, donc on a besoin des coordonnées de E, C, B et G. Les coordonnées de E. Alors E, voilà, il est sur l'axe des Z, donc ça veut dire son X et son Y, c'est 0. Son Z, c'est 1. C, il est là. Donc lui, il est sur le plan de base, ça veut dire que son Z, ce sera 0. Par contre, son X et son Y, ce sera 1. Je ne sais pas si vous voyez, mais il faut visualiser. Le X, on le lit ici, donc 1, et le Y, on le lit là, 1. Donc C, c'est 1, 1, 0. Voilà. E et C, c'est bon, il reste B et G. B, il est là. Et lui, il est sur l'axe des X. Donc, et en plus, il est là, c'est-à-dire son X vaut 1. Donc, il vaut son X vaut 1, il lui reste 0. Et G, lui, il est là. Alors, son X, pour avoir son X, je fais toc, toc, 1. Pour avoir son Y, je fais toc, toc, 1. Pour avoir son Z, je fais toc, toc, ou toc, toc, c'est pareil, mais ce sera 1 aussi. Voilà. Donc ça, il faut savoir faire, trouver les coordonnées du point des points d'un cube, parce que c'est, voilà. Ici, il y avait sans doute d'autres méthodes, mais c'était la plus simple, et parfois, c'est imposé, c'est-à-dire qu'on vous donne, on vous dit qu'on est dans ce repère-là, et c'est à vous de trouver les coordonnées des points, donc il faut savoir faire ça. Donc, coordonnées du vecteur EC. Bon, je fais coordonnées de C moins coordonnées de E. Donc 1 moins 0, 1 moins 0, 0 moins 1, moins 1. Coordonnées de B et G. Donc coordonnées de G moins coordonnées de B. Donc 1 moins 1, 0 pour X. 1 moins 0, 1 pour Y. Et pour Z, 1 moins 0, 1. Et ben voilà. Je calcule mon produit scalaire. Donc, EC scalaire BG est égal à ça fois ça, donc 1 fois 0, plus ça fois ça, 1 fois 1, plus ça fois ça, moins 1 fois 1. 1 fois 0, donc 0, 1 fois 1, 1, moins 1 fois 1, ça fait moins 1, et ça fait 0. C'est BG et EC sont donc orthogonales. Celui-là, donc, c'était vrai. On passe au 4. Alors, question 4 du vrai-faux. Donc, on a un plan, un point, une droite. Il faut dire si
la droite qui admet ça pour représentation paramétrique et la droite orthogonale au plan P qui passe par le point S. Bon, très bien, donc on a cette droite. Alors ça, c'est bien la représentation paramétrique d'une droite, pas de problème. Eh bien, regardons si elle passe par S et regardons si elle est orthogonale à P. Donc, première question, est-ce que D passe par S? Bon, alors, quand on a la représentation paramétrique d'une droite, pour savoir si un point de coordonnées x, y, z passe par la droite, on remplace x, y, z par le x, le y, le z, et on regarde si ça marche. C'est-à-dire que, en fait, là, je vais avoir un nombre égal 2 plus t, un nombre égal moins 1 plus t, un nombre égal 1 plus 3t, donc je vais calculer t de 3 manières, il faut que je trouve 3 fois pareil. Voilà. Si je trouve 3 fois pareil, c'est bon, si je trouve pas 3 fois pareil, c'est pas bon, le point n'est pas sur la droite. Bon. Donc, sur ma copie, je mets ça, je mets d'abord, regardons si S appartient à D. Alors, ça me donne un système, donc je remplace x par 1, y par moins 2 et z par moins 2. Donc ça me fait 1 égale 2 plus t, moins 2 égale moins 1 plus t, et moins 2 égale 1 plus 3t. Et je résous ce système. Là, pour avoir t, le 2, je le fais passer de l'autre côté, ça fait il devient moins 2, donc ça fait 1 moins 2. Moins 1 égale t. Là, pour avoir t, le moins 1, je le fais passer de l'autre côté, il devient plus 1, donc ça fait moins 2 plus 1, moins 1. Moins 1 égale t. Ici, pour avoir t, le 1, je le fais passer de l'autre côté, ça devient moins 1, moins 2, moins 1, moins 3, mais ça ferait moins 3 égale 3t. Donc ça fait, donc je divise par 3, j'obtiens t. Et ça fait moins 1 aussi. Donc c'est équivalent à t égale moins 1. Donc je trouve bien pareil, enfin 3 fois le même nombre. Et là, je peux dire, donc, S appartient à D. Alors ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que la droite est orthogonale au plan? Ah, bien. Alors, un petit point de cours. Quand est-ce qu'une droite est orthogonale à un plan? Alors, d'abord, c'est surtout, en fait, le plan, un plan P, dans votre cours, il y a le fait qu'il admet un vecteur normal. Voilà. Et si l'équation de P c'est AX plus BY plus CZ plus D égale 0, le vecteur normal c'est ABC. Voilà. Donc ici, les coordonnées du vecteur normal, donc c'est 1x plus 1y plus 3z plus 4 égale 0, donc les coordonnées du vecteur normal c'est 1, 1, 3. Voilà. Et ensuite, dire que, donc j'ai une droite, D. Si elle est orthogonale au plan, le vecteur normal, lui, il est orthogonal au plan. Donc si la droite, elle aussi, est orthogonale au plan, ça veut dire que n'importe quel vecteur directeur de la droite, donc en général, je note U, le vecteur directeur d'une droite, et bien ça veut dire que le vecteur directeur de la droite, il est collinéaire au vecteur normal. Il n'est pas parallèle pour les vecteurs, on dit collinéaire. Donc ces deux vecteurs sont collinéaires. Bon. Ben voilà, donc on va trouver un vecteur directeur de la droite D, et on va regarder si c'est collinaire au vecteur normal. Alors, point de cours, quand on a la représentation paramétrique d'une droite, quand on prend les nombres qui sont tous seuls, c'est un point de la droite. Et ici, ça faisait 2 moins 1, 1, c'était pas S, mais c'est pas grave, S c'est quand même un point de la droite, hein, attention. C'est-à-dire que ce point-là est un point de la droite, mais c'est pas le seul, parce que dans une droite, il y a une infinité de points. Et les nombres qui sont devant t, donc là, ben, t c'est 1t. Les nombres qui sont devant t forment un vecteur directeur de la droite. Donc ici, les coordonnées de mon vecteur directeur, c'est 1, 1, 3. Donc j'ai les coordonnées du vecteur directeur 1, 3, j'ai les coordonnées du vecteur normal 1, 1, 3. Et donc c'est le même, donc ils sont bien collinaires puisqu'ils sont même égaux. Donc voilà, donc c'est ça qu'il fallait raconter. Donc maintenant on passe à la rédaction. Donc, vous mettez ça comme ça, D admet U, avec pour coordonnées, donc vous mettez les nombres devant T, 1, 1, 3. Comme vecteur directeur. Vous expliquez pas que vous avez pris les nombres devant T, vous êtes censé savoir faire, votre prof vous a expliqué ça, et puis c'est vachement long à expliquer, donc non. On met sans justification, voilà, point barre, on est censé savoir faire. Très bien. Par ailleurs,
le vecteur n de coordonnées, donc le nombre devant x, le nombre devant y, le nombre devant z, 1, 1, 3, est un vecteur normal à P. Donc là, on a carrément U égale N. Donc, N et U sont collinéaires. Donc, P et D sont orthogonaux. Voilà. Alors, là, j'ai juste oublié, voilà, là, on regardait si S appartenait à D ou non. Et donc là, j'ai oublié simplement de mettre, regardons si D est orthogonal à P. Voilà. C'est bien de mettre un peu, d'expliquer un peu ce qu'on fait. Voilà, surtout que si les calculs sont faux, si la méthode est correcte, on va quand même mettre un petit quelque chose. Et voilà. S est bien sur la droite est bien orthogonale au plan, donc c'est vrai. Et voilà. Donc ça termine l'exercice. Donc simplement, alors les points clés, ben, il fallait savoir que calculer le produit scalaire, c'était pour la question 3. Et ici, le point clé, c'était vecteur normal, vecteur directeur. Il faut savoir que quand on a la représentation paramétrique d'une droite, les nombres devant t forment un vecteur directeur de la droite. Et quand on a l'équation cartésienne d'un plan, on prend le nombre devant x, le nombre devant y, le nombre devant z, et ça fait un vecteur normal au plan. Et enfin, il faut savoir que la droite est orthogonale au plan, si et seulement si son vecteur directeur est collinéaire au vecteur normal. Donc ça, il faut visualiser. En géométrie de l'espace, si vous ne visualisez pas, comme il y a quand même pas mal de cas possibles, parce que vous avez deux plans, ils peuvent être parallèles, ou sécants, ou orthogonaux, une droite et un plan, ils peuvent être parallèles, sécants ou orthogonaux, deux droites peuvent être parallèles, séquentes, ou orthogonales ou non coplanaires, enfin il y a pas mal de cas possibles, donc vous n'en tirerez jamais en apprenant les trucs par cœur. Donc il faut que vous ayez des images mentales qui vous guident. Et là, donc mon filet de sécurité, c'est j'imagine la droite, le plan, je vois bien que si la droite est orthogonale au plan, le vecteur directeur de la droite sera collinéaire au vecteur normal du plan. Collinéaire. Hein. Ces deux vecteurs ne sont pas orthogonaux. Parce qu'il y en a, ils raisonnent avec les mots, c'est-à-dire ils disent la droite est orthogonale au plan, ben, ça veut dire que le vecteur directeur sera orthogonal au vecteur normal. Non, il faut qu'il soit collinéaire. Bon, voilà, donc là c'était vrai, et ça termine l'exercice 3.